Bonjour, je suis Luc Vincent, le responsable des formations. Je suis ravi de vous accueillir dans ce studio Inspiration. Je suis aussi ravi d'accueillir Frédéric Nadenoun, ici présent. Alors Frédéric, c'est une heureuse rencontre de préparation de ce congrès. On a fait des choses ensemble, Frédéric, depuis le début. Les focus group, où on a rencontré les délégués. Des focus group, toi tu as pu faire un travail en collaboration avec l'université de Leuven. Nous sommes revus pour les webinaires aussi, où on a eu l'occasion de partager à nouveau avec les délégués. Et voilà qu'aujourd'hui nous sommes source d'inspiration pour aborder avec toi l'impact de la digitalisation, et on va se focaliser sur les rôles syndicaux principaux. Voilà. Frédéric, je te donne la parole. Merci Luc, merci beaucoup pour ton accueil. Et donc, alors est-ce qu'on va inspirer les gens, je l'espère. En tout cas, on va essayer d'alimenter la réflexion qu'on va pouvoir avoir ensemble. Donc je pense qu'on va discuter d'un certain nombre de sujets tous les deux, avec cette volonté, malgré la situation sanitaire, d'échanger avec vous, public, délégués, CSC, services publics, qui êtes là, derrière votre ordinateur. Et donc on a un écran sur lequel on verra apparaître les questions que vous pourriez avoir ou les réflexions que vous pourriez avoir. On consacrera 2 moments de cette séance inspiration pour essayer d'y répondre. On vous encourage à poser ces questions, peut-être des questions concises davantage que des réflexions. Alors vos réflexions sont les bienvenues, mais on peut moins facilement rebondir sur des réflexions que sur des questions. Donc, merci à toi, Luc, de m'accueillir. Merci à vous tous. Et donc, je travaille à l'Université de Liège. Et donc, à l'Université de Liège, on a un intérêt particulier pour le dialogue social. Notre centre de recherche réalise plusieurs missions, mais aussi plusieurs projets européens sur la question du dialogue social. Et donc, c'est tout naturellement que nous avons accepté d'aider la CSC Service Public à préparer ce congrès, de par effectivement cette première étude que l'on a fait en bonne intelligence avec la KUL, et puis ces focus group où on a déjà eu l'occasion avec vous finalement d'interagir, un certain nombre d'entre vous, sur la question de la digitalisation. Alors quand on s'est posé la question du sujet qu'on allait aborder de manière précise, il me semblait, et tu étais d'accord avec moi Luc, qu'il y a un intérêt particulier à aider les délégués à être peut-être outillés et avoir les bonnes postures pour pouvoir faire face à la digitalisation. Et donc, c'est l'objet de ce PowerPoint. Ce PowerPoint sera donc séparé en 2 parties. On aura 2 vidéos qu'on va vous présenter entre les deux. Et puis, on aura une dernière partie où on pourront finalement interagir et discuter avec l'audience en fonction des questions que vous pourrez poser. Si tu veux bien, je vais commencer ma présentation. Merci. Alors, cette slide, pour ceux qui ont suivi le webinaire, c'est une slide que j'ai déjà présentée. Les slides suivantes aussi, ce sont des slides qui ont été déjà présentées parce qu'elles sont importantes pour moi. Elles sont importantes parce qu'il me semble nécessaire avant tout de poser le décor. Le décor, quel est-il? C'est que la digitalisation ou la numérisation est un sujet qui fait le buzz. Donc, voyez ce graphique, hein, on voit que depuis 2016, il y a un intérêt croissant dans les requêtes Google pour le terme de digitalisation. Le fait de pouvoir solliciter Google pour arriver à voir ce qui intéresse les gens lorsqu'ils tapent dans le moteur de recherche est aussi intéressant. C'est un outil de digitalisation qui nous donne ici le moyen de comprendre que la digitalisation est un sujet qui est important. Alors, de quoi parle-t-on? Il y a plusieurs définitions qui peuvent être retenues. Ici, on va se centrer sur la digitalisation qui va avoir un impact sur l'organisation dans laquelle les délégués syndicaux se situent. Okay, donc on est sur une utilisation croissante de technologies numériques dans les organisations et plus largement la transformation économique et sociale qu'elle induit. Parce qu'au-delà des phénomènes qu'on peut identifier dans les entreprises, dans les organismes de la fonction publique, on voit également que ça impacte tous nos moments, toute notre vie. La digitalisation est présente à chaque instant, dès le réveil, qui est peut-être sur le Bluetooth, jusqu'au coucher en fin de journée. Alors il y a plein de technologies, donc on ne va pas toutes les retenir, mais juste pour dire que finalement, il y a cette interdépendance entre le monde physique et le monde numérique, donc de plus en plus, aujourd'hui, vous êtes là, parmi nous, sans être là. Et donc on est dans le monde numérique qui interagit avec ce monde physique dans lequel je me trouve avec Luc aujourd'hui. Alors, il y a des technologies que vous connaissez, l'Internet, le smartphone. Il y a des technologies que
personne ne connaît vraiment, l'intelligence artificielle. Il y a très peu de gens qui comprennent vraiment ce dont il s'agit, si on creuse un petit peu. Beaucoup de gens se font des illusions sur ce que ça peut être. On a la robotique qui est moins récente, mais qui se développe très fortement ces derniers temps. Vous avez de la vision 3D, vous avez les drones qui sont aussi maintenant dans notre quotidien. Vous avez l'Internet des objets qui est un peu moins connu, mais qui est le fait que votre imprimante va communiquer avec votre téléphone va communiquer avec le GPS pour voir où vous êtes, etc. Alors, on pourrait se dire, la digitalisation, elle ne concerne pas le service public. Le service public, ça reste stable, on est dans l'intérêt du collectif et on est dans des décisions qui sont prises par les autorités publiques qui fait qu'on peut résister finalement à la digitalisation. On voit toutefois que dans la plupart des secteurs, en fait, la digitalisation est déjà là, dans les secteurs publics. Si on prend les soins de santé, vous voyez ce petit robot qui permet d'animer des sessions avec certains patients. Si on prend les drones sont utilisés par la police, entre autres, pour lui permettre d'avoir une vision différente d'une situation particulière et donc lui offrir de nouveaux moyens pour répondre à la mission des services publics qui concerne la police. Alors, là où je tiens à dire que la digitalisation a touché la fonction publique, il ne faudrait pas penser que la digitalisation, c'est une vague qui va s'abattre sur chaque fonctionnaire, chaque contractuel qui évolue dans la fonction publique. Il y a en fait cette idée de vague. Or, ce n'est pas le cas. Vous avez cette idée de déterminisme technologique, c'est celui dont on parle le plus parce qu'il est le plus simple à comprendre. C'est l'idée que finalement, les usages sont dictés par la technologie. L'autorité déploie un nouveau logiciel, les travailleurs se soumettent à ce logiciel et exécutent le logiciel tel que ça a été prévu. Mais il faut savoir que ce n'est pas du tout le seul courant de pensée sur la question. Vous avez le déterminisme sociologique, c'est l'opposé. C'est de dire que finalement, l'homme, l'être humain, est toujours au cœur du jeu. Et donc c'est lui qui va décider ce qu'il prend comme technologie et ce qu'il rejette comme technologie. Et puis on a finalement, c'est ce que nous dit Orlikowski, quelque chose qui est un peu plus entre les deux et qui me semble être plus proche de la réalité, c'est qu'il y a une sorte de sociomatérialité. Alors je ne vais pas m'apesantir sur le terme, mais c'est de se dire que la technologie, elle induit certains comportements. Donc parce que la technologie est là, vous n'avez plus autant de liberté que vous aviez auparavant. Vous devez bien tenir compte de cette technologie dans la manière dont vous travaillez. Mais néanmoins, il y a une marge de manœuvre qui est plus ou moins importante pour réagir par rapport à cette technologie et pour finalement influencer sur l'impact qu'il va avoir sur votre travail. Je vous dis ça parce que la délégation syndicale, c'est là qu'elle a un rôle à jouer. C'est-à-dire que dans la sociomatérialité, le dialogue social permet finalement de transformer, de modifier des projets technologiques pour que ça tienne compte de l'intérêt des parties présentes dans l'organisation et donc pour que le syndicat puisse dire « Attendez, respectez les travailleurs, il faut tenir compte de l'intérêt du travailleur dans ces situations ». Il faut savoir que la technologie est souvent pilotée par des ingénieurs et des gens qui n'ont pas cette sensibilité sociale que peut avoir un délégué syndical. Et donc, on va se trouver dans des situations où l'ingénieur va dire le produit, il est beau, il est magnifique et il est prévu pour satisfaire tout le monde. Alors que très vite, on peut se rendre compte que l'outil, s'il n'est pas bien géré, si le management intermédiaire n'est pas bien formé à gérer cet outil, ça peut vite devenir un enfer pour le travailleur. Et donc là, je pense qu'il y a un vrai rôle syndical à jouer. Lorsqu'on s'intéresse à la digitalisation et l'impact qu'il va avoir sur les emplois, on dit parfois il y a une apparition d'emplois. Bon, c'est quelque chose qu'on ne dit pas trop souvent parce que c'est une bonne nouvelle, et donc les bonnes nouvelles, finalement, on a tendance à ne pas s'apesantir dessus. Il y a cette apparition. Mais ce dont on parle beaucoup, c'est la disparition des emplois. Et donc on a eu très peur à un moment donné. On s'est dit la digitalisation, elle va faire en sorte que les emplois vont disparaître, et les emplois de la fonction publique comme les autres. Dans la réalité, on constate quand même une mesure quand même beaucoup plus saine et sereine qu'il faut avoir par rapport à cela, c'est que la digitalisation ne va jamais, ou en tout cas pas à court terme, vraiment faire disparaître des métiers, mais elle va les faire se transformer. Et donc là, il y a deux manières de considérer cette transformation que la digitalisation a provoquée. La première, c'est le contenu du travail. Comment est-ce qu'on fait le travail quotidien? Et là, on voit que les travailleurs parfois vont plus se spécialiser ou au contraire être plus polyvalents en fonction de la technologie. Je ne vais pas reprendre tous les éléments qu'il y a dans ce PowerPoint. On peut répondre aux questions que vous pourriez avoir sur le sujet. Mais par exemple, le rythme de travail peut être cadenassé, cadencé par la technologie si on n'y prête pas attention. Vous avez également cette question des conditions de travail, où la manière, l'environnement dans lequel le travailleur est, va être modifié par la technologie, par la digitalisation.
Pensons au télétravail, qui nous concerne maintenant une grande part d'entre nous dans la société Covid et post-Covid. On peut s'attendre à ce que le télétravail se maintienne, mais vous avez aussi des horaires beaucoup plus variables. Vous avez le fait que les bureaux ne sont plus attribués, les flex-desk aujourd'hui. Vous avez des questions aussi de mobilité qui vont être impactées par la digitalisation avec la possibilité ou non de changer de poste plus facilement grâce à la technologie. Pour le délégué syndical, il y a des points d'attention particuliers à avoir. Donc, lorsqu'on s'intéresse au contenu du travail, les points d'attention, ça va être la déqualification du travailleur qui est incapable de s'adapter. Si on n'y prend pas garde, des questions de stress, de burn-out qui sont à la mode et qui se maintiennent toujours aujourd'hui dans les considérations des organisations syndicales et des travailleurs. On a les accidents, imaginez un robot, s'il circule comme il veut sur un atelier, ça peut poser question. Vous avez des tensions entre les individus qui peuvent être provoquées par la digitalisation. De l'autre côté, ce qui porte plus sur les conditions de travail, on voit qu'il y a des enjeux liés à la vie privée. Comment est-ce qu'on s'assure que votre chef ne vous demande pas de vous connecter à 23 heures parce qu'il y a eu une information particulière? Vous avez des questions de Covid-19, je ne vais pas en parler, tout le monde en parle aujourd'hui, mais vous avez aussi des questions de précarisation qui peuvent être provoquées par la digitalisation. On a une vidéo sur le sujet. Vous pouvez aussi voir qu'il y a de l'immobilisme. Le travailleur qui est à distance va souvent avoir moins d'opportunités de progression que le travailleur qui est sur place. La digitalisation favorise la distance entre le travailleur et son employeur. Je vous propose maintenant de passer sur une vidéo. Je suis Martin Willems, je suis responsable de ce nouveau service dans la CSC qu'on appelle United Freelancers et qui vise à étendre notre action syndicale aux travailleurs sous régime, sous contrat atypique, notamment les travailleurs freelance qui sont sous statut indépendant et non pas de personnel, et également aux travailleurs de plateforme. Alors, je m'adresse aux collègues des services publics. On pourrait croire que les services publics, et c'est sans doute moins le cas que dans d'autres secteurs, ne sont pas ou peu touchés par ce phénomène, mais il faut rester attentif. On voit en effet de plus en plus, par exemple dans le secteur des médias comme à la RTBF, dans la distribution de colis comme à la Poste. C'est évidemment beaucoup plus flagrant encore à PostNL, mais ça préfigure sans doute ce que deviendra les services postaux, ce que pourraient devenir les services postaux chez nous aussi, que là le recours aux freelance, aux travailleurs sous statut indépendant est massif. C'est le cas aussi dans le secteur de la santé et même des services régaliens, je pense à la police, vous le savez, sont rongés de plus en plus par l'octroi au secteur privé de certaines tâches qui étaient dévolues avant au service public. Et donc les services de gardiennage assument de plus en plus de missions de police. Et dans ces services-là, on a énormément de travailleurs freelance. Alors, parlons de l'administration classique. Dans le contact aux citoyens, se développent de nombreux call centers qui souvent sont externalisés et donc où on retrouve aussi beaucoup de contrats atypiques. Et quand on parle de la digitalisation de l'administration, quelque chose qui est souvent présenté comme un service, une modernisation de l'administration pour le citoyen, où il peut, via le web, remplir lui-même une demande, un formulaire, ça passe évidemment par des développements informatiques qui sont réalisés par un service, chaque niveau de pouvoir a le sien. Ça peut être la SMALS pour les autorités fédérales, ça peut être le CIRB pour la région bruxelloise. Services dans lesquels en fait sont employés énormément de consultants sous statut indépendant, où les développements sont sous-traités à des entreprises qui elles-mêmes font appel à beaucoup de freelance. Alors que faire par rapport à cette évolution? La CSC a fait le choix avec United Freelancers d'élargir, d'étendre notre travail syndical à ces travailleurs. C'est la mission aussi de chaque centrale, de chaque permanent, de chaque délégation dans son secteur, d'essayer d'étendre notre travail syndical et notamment les conventions que nous négocions à ces travailleurs atypiques. Et bien sûr, United Freelancers est là, non seulement pour le traitement et l'aide individuelle aux affiliés, pour
pouvez toujours les orienter vers nous et pour vous aider dans votre travail syndical pour voir avec vous ce qu'on peut faire dans chaque situation particulière. Merci. Voilà. Donc, il me semblait utile, Luc, d'aborder cette vidéo parce que c'est un point particulier de ce que la digitalisation provoque. Alors, ce n'est pas que la digitalisation qui provoque ça, hein, mais c'est un point particulier qui est surprenant. Parce que dans les focus group, hein, souviens-toi, quand on discutait de ces freelances de la fonction publique, tout le monde nous disait « on n'est pas concerné ». En fait, si, vous êtes concerné, mais vous n'y pensez pas forcément. Qu'est-ce que ça t'inspire, Luc ? Martin prend un exemple très concret qui est la SMALS. Et j'ai, en tant que délégué, pu constater comment ça fonctionnait. Je fais un lien aussi avec la question de Stéphane, ici, qui dit que le développement informatique, digital, est externalisé et confié à des gens qui ne connaissent pas la réalité de terrain. Et c'est vrai, les gens de la SMALS, et c'est, pour l'avoir vécu, je vous l'assure, assez étonnant de voir des gens qui sont externes à l'organisation administrative, à l'État, qui participent à des décisions organisationnelles. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas un bloc monolithique non plus de gens hyper compétents. J'ai vu beaucoup de gens arriver et s'exercer sur le terrain et apprendre le métier, là, on le demande de le faire, alors qu'ils n'en connaissaient pas beaucoup et qui repartaient bien vite aussi. Et ça pose un questionnement au niveau de la justice où j'étais, quid des données essentielles ? Quid des dossiers de personnes qui sont traités par des gens externes qui peuvent après repartir avec des données ou qui peuvent consulter des données. C'est vraiment un point assez crucial, je trouve. Et donc ça touche vraiment l'organisation. Et quand on creuse un peu, on est même parfois surpris que la SMALS reçoit des missions simplement d'entretien de PC, qui peut être confié à du personnel nommé, statutaire, qui aurait une carrière normale. Mais le réflexe est de dire on externalise le plus possible. Et effectivement, on externalise le plus possible à des gens qui ne connaissent pas les réalités de terrain, mais qui ne fonctionnent même pas dans notre logique syndicale. Ça, c'est aussi embêtant. C'est des gens qui sont pour réaliser un projet, et le projet prime avant tout. Petite anecdote, si j'ai 2 secondes, dans le cadre d'un travail d'informatisation, je me trouvais devant parce que ça aussi c'est assez particulier, c'est parfois des personnes différentes qui viennent vous dire « ça, c'est pas possible, ça, c'est pas prévu, ça n'a pas été planifié, il n'y a pas d'argent pour ça ». Alors que simplement, moi, comme travailleur, je lui demandais « je ne sais plus faire mon travail, il y a des données que je n'ai plus parce que vous avez fait des choix ». Et de manière ironique, à ma façon, j'ai un jour dit à un responsable informatique « tu sais la différence qu'il y a entre un informaticien et un terroriste ?» Eh bien, le terroriste, parfois, on sait négocier. Ça mettait un peu le débat en question. Voilà. D'accord. Moi, je crois, la question de Stéphane, c'est aussi de dire comment la délégation peut-elle réagir face à cela. Et donc, ça va être l'objet de la deuxième partie de notre présentation. Mais donc, moi, ce qui m'intéresse et ce qui m'interpelle aussi dans cette situation, c'est non seulement ce que tu dis, mais également le fait que ce ne sont pas des fonctionnaires. Ce ne sont pas des gens qui ont la fibre publique. L'intérêt public est-il porté par ces gens qui viennent et qui vont, qui partent de l'organisation? Ça, c'est une autre inquiétude que j'ai. Et puis aussi, le manque de stabilité. Le fait qu'ils viennent et qu'ils partent fait que, finalement, un développement, parfois, le travailleur qui part était le seul à maîtriser la source de ce développement. Et donc, après, il faut refaire le travail. Ça pose question. Les syndicats doivent considérer ces gens, pour répondre à Stéphane. Les syndicats doivent faire en sorte que ces gens soient dans la logique de l'organisation qui dit on va former ces gens à l'intérêt public, à l'intérêt du service public. On va aussi tenir compte de ces gens pour que, dans l'organisation, on prévoit le transfert d'informations. Pour répondre à une autre question qui était posée, je ne sais pas si je la vois toujours, on ne voit pas toutes les questions ici, mais qui disait que il y a un schisme, où Rita nous expliquait que les nouvelles technologies deviennent omniprésentes et provoquent un schisme entre jeunes et anciennes générations. Je modérerai ce propos, parce que j'ai eu l'expérience de transformation digitale dans une entreprise qui s'occupait des gens à domicile, où on mettait en place un nouveau smartphone. Et la personne plus âgée me disait « je suis incapable de faire ça, mes enfants ont un smartphone, mais moi j'en suis incapable ». Elle a eu peur. On l'a formée. J'ai été la revoir 6 mois après. 6 mois après, elle savait utiliser son smartphone. Très contente, elle avait dépassé ses limites et en plus elle me disait maintenant je peux être sur Facebook et j'ai des infos de ma fille que je n'avais pas auparavant, dit-elle en rigolant. Et donc je trouvais que c'était pas mal, donc il faut faire attention, je pense qu'un travailleur qui est formé, qu'il soit jeune ou plus ancien, il peut appréhender les technologies. Peut-être pas aussi facilement, aussi intuitivement, mais il peut toutefois le faire.
Alors, le rythme des changements, ça aussi, c'est un élément que nous pose Christophe. Donc, lorsqu'il y a des transformations d'emploi, quid des travailleurs qui n'arriveraient pas à suivre le rythme des changements, de nouveau, c'est un rôle syndical de s'assurer qu'on a anticipé la transformation et que les gens qui sont parfois moins à l'aise avec la technologie disposent peut-être de plus de temps et de formation de rattrapage pour faire en sorte qu'ils aient finalement une maîtrise du sujet qui soit en confort par rapport à cette nouvelle technologie. Le rôle syndical là, est toujours le même, c'est de garantir un cadre et de garantir que ce qu'on appelle cette fracture numérique ne s'amplifie pas. Ça, c'est notre rôle, n'est pas le rôle de former, mais on doit attirer l'attention de l'employeur sur le fait qu'évidemment il y a des catégories de personnel pour lesquelles on doit prendre d'autres mesures ou un autre rythme de mesure, effectivement. Oui, merci. Alors, une dernière peut-être question. Philippe qui nous dit dans certains postes, ne faut-il pas être assermenté? Je pense que oui. Et donc là, c'est tout le rôle de contrôle syndical. C'est le syndicat qui doit veiller à ce que des postes ne soient pas attribués à des personnes qui n'ont pas les qualifications ou les titres requis pour y arriver. Il y a aussi une question, si tu permets, qui m'intéressait particulièrement, c'est sur le caractère plus individualiste des jeunes. Et donc là, à nouveau, je pense que la société pousse vers l'individualisation, vers l'individualisme, les jeunes et les moins jeunes. À nouveau, il y a un challenge syndical. C'est de se dire comment est-ce qu'on fait en sorte de montrer aux jeunes et moins jeunes que l'individu, lorsqu'on pense qu'à lui, très vite, il va se faire un petit peu dépasser par la situation. Je pense que, surtout dans la fonction publique, il y a un pouvoir fort des autorités, il faut un contre-pouvoir fort. Et ce contre-pouvoir fort, les individus ne l'ont pas, si ce n'est en se mettant ensemble dans le cadre d'une organisation syndicale telle que la CSC Service Public. Il ne faut pas oublier aussi que le syndicalisme, de manière générale, s'adresse à une population dans une tranche d'âge particulière. Déjà avant, sans parler de digitalisation, sans parler d'outils numériques, le syndicat, ça s'adresse en général à des gens qui ont déjà entre 40 et 45 ans d'âge. C'est la marge la plus importante de nos affiliés et de nos délégués. Et donc, peut-être que la digitalisation va accentuer certaines choses, mais je veux dire, on a ce problème-là qui existait déjà avant, pour lequel on essaie de trouver des solutions. Comment rendre le syndicat attractif aussi pour des jeunes. Ouais. Je partage ton point de vue, mais tu as l'air de présenter la digitalisation comme uniquement une faiblesse et un obstacle à ce challenge. Je pense que la digitalisation, ça pourrait être aussi une force et un levier pour approcher les plus jeunes. Si vous utilisez, il y avait un exemple, j'assistais au congrès de manière virtuelle hier, on voyait que finalement, une des questions, c'était le fait que, j'ai perdu mes mots en fait, les jeunes, excusez-moi, de quoi c'est toi qui l'as vu, donc je ne sais pas si... Oui, tu ne vas pas m'aider sur la question. Oui, c'était l'idée de Facebook, donc la digitalisation, merci, pardon. Certains nous disent, j'ai mis en place une page Facebook et grâce à ça, je contacte de manière plus efficace mes affiliés, dont les jeunes, qu'avant d'avoir cette page Facebook. Et donc peut-être que la technologie, c'est aussi un outil pour approcher des gens que vous n'arrivez pas à attirer avec des tracts, par exemple. Je propose de passer à la deuxième vidéo qui a été réalisée avec ma collègue Marine, si la technique veut bien faire passer cette vidéo. Bonjour, mon nom est Marine Frensen, je travaille en tant que chargée de recherche au Lantic. De 2018 à 2020, nous avons mené un projet européen cofinancé par la Commission européenne appelé DIRSOC. L'objectif principal de ce projet était de mieux comprendre comment les restructurations liées à la digitalisation et le dialogue social s'influencent entre eux. C'est dans le cadre de ce projet que nous avons lancé, entre avril et août 2019, une vaste enquête transnationale sur les 8 pays participant au projet, dont la Belgique. L'enquête s'adressait aux partenaires sociaux au niveau des entreprises et des secteurs visés par le projet. Un des éléments les plus frappants des résultats de cette enquête concerne sans aucun doute la création d'un indicateur de qualité du dialogue social et la mise en évidence du rôle que cet indicateur peut jouer sur différentes perceptions liées à la digitalisation. Cet indicateur regroupe plusieurs questions, telles que la fréquence des communications entre les partenaires sociaux ou encore la présence d'accords écrits qui résultent de ces échanges. Nous avons mis en évidence au niveau des résultats qu'un dialogue social de qualité est étroitement lié à plusieurs perceptions et opinions sur la digitalisation et les restructurations. Ainsi, un dialogue social de qualité est associé à une plus grande prise en compte de la digitalisation dans le dialogue social. Non seulement celui-ci est davantage abordé en tant que sujet de dialogue social, mais il est également davantage considéré comme étant un sujet central et non plus périphérique. Un dialogue social de qualité est également associé à des processus d'échange entre partenaires sociaux qui vont au-delà de la simple information, pour s'orienter davantage vers la consultation ou encore la négociation. De manière générale,
Un dialogue social de qualité est également associé à une plus forte perception de création d'emplois dans l'entreprise des répondants, ainsi qu'à une plus faible perception de changement de statut dans les contrats de travail au sein de ces entreprises. Ces résultats sont dans la lignée d'enquêtes précédentes, notamment menées par Eurofound, qui montrent l'impact d'un dialogue social de qualité dans la création de solutions socialement responsables pour les restructurations. Notre enquête en ligne révèle que cette affirmation reste pertinente lorsqu'on parle de digitalisation. Voilà. C'est une bonne nouvelle. Hein. Donc, on est ici sur un projet européen qu'on a mené au Lantic, qui nous montre donc l'intérêt d'aborder la question de la digitalisation dans le cadre du dialogue social. Et donc cela, ça plaide finalement pour ce que je vais vous présenter maintenant, sur la manière dont les syndicats, les organisations syndicales doivent appréhender la question de la digitalisation au sein de leur organisation. Alors, j'ai juste ceci, une enquête que j'ai réalisée lorsque j'accompagnais le congrès régional de la CSC Liège-Ouy-Verviers en 2017. Donc, c'était une enquête parmi les délégués, secteur privé, donc, qui nous montrait que finalement, dans une certaine partie, et donc dans 45% des cas, les technologies n'avaient pas encore rendu l'exercice syndical différent. Il n'y avait pas de changement. Mais par contre, on voyait déjà en 2016 qu'il y avait 35% qui disaient que ça rend le dialogue social plus complexe. Si on revient à la première slide où on voyait que c'est à partir de 2017 que la question de la digitalisation est devenue un buzz, on voit bien que maintenant, si on reposait la question à ces délégués de la CSC de Liège, ils nous diraient qu'ils sont encore plus impactés, probablement. Et surtout qu'on est passé par de plus en plus des Teams et des Zooms qui ne facilitent pas du tout ce genre de travail, effectivement. Et donc, en termes de négociation, de concertation, ce ne sont pas des outils adéquats. Et donc, probablement que le pourcentage serait plus important maintenant. Oui, parce que peut-être que l'organisation syndicale n'a pas encore pris la mesure des opportunités qui se présentent par rapport à ces outils digitaux. Alors, il y a deux manières de considérer le positionnement des syndicats. Et donc, il y a une stratégie qui va être dite réactive et une stratégie proactive. C'est un chapitre de l'enquête, de l'étude qu'on a réalisée pour ce congrès. Ça a été réalisé par nos collègues de la KUL. Très intéressant parce que ça nous montre que finalement, il y a deux manières de réagir. Vous avez deux manières de réagir par rapport à la situation. Soit vous réagissez et donc vous êtes dans une posture de contre-pouvoir. Vous prenez pas part à la chose et vous critiquez la chose. Ça va surtout être le cas lorsque vous maîtrisez peu le sujet de la digitalisation. Et ça va aussi créer des soucis pour l'employeur. Et donc l'employeur va vous voir d'un œil bien moins positif que si vous optez pour la stratégie proactive. La stratégie proactive, c'est l'idée que l'organisation syndicale va participer finalement à la transformation digitale. Donc elle va discuter avec l'autorité sur la manière dont la digitalisation doit être appréhendée. Alors, ça réclame que l'organisation syndicale comprenne ce qu'est la digitalisation, donc se sente compétente et donc formée pour arriver à comprendre les enjeux de la digitalisation. Il faut de la confiance avec l'autorité. Et il y a un vrai risque, c'est que l'autorité vous manipule un petit peu et que les résultats, ce soit vous qui portiez le chapeau des conséquences de la digitalisation. Donc il faut évidemment être prudent par rapport à une position proactive. Néanmoins, on voit que, et c'est ce que disait ma collègue Marine dans cette vidéo, lorsque le syndicat adopte une démarche proactive, il y a une meilleure manière de considérer la digitalisation. Et souvent, la digitalisation va avoir des conséquences plus positives et moins négatives sur le lieu du travail. Alors, comment faire ? Très concrètement, d'abord, il faut anticiper. Il ne faut pas attendre que la technologie vous tombe dessus. Vous devez vous renseigner, comprendre dans votre secteur, dans votre organisation, quelles technologies sont susceptibles d'arriver et quel est l'impact que ça va avoir pour les travailleurs et pour l'organisation syndicale. Ensuite, vous avez tout un processus que vous pouvez mener. Ce processus, je vous propose de le synthétiser en 5 étapes. D'abord, vous devez former. Vous devez former qui ? Vous devez former les délégués. Les délégués doivent comprendre de quoi on parle. Mais vous devez former aussi le management. Et donc la direction, parfois, ne comprend pas ce que lui vend l'ingénieur qui arrive avec une technologie. On doit former aussi le management intermédiaire. Il a un rôle crucial et on l'oublie souvent. La direction peut avoir les meilleures intentions. Vous pouvez avoir signé le meilleur des protocoles. Si le management au milieu ne comprend pas, c'est le chaos. Ça ne peut pas fonctionner et c'est la porte ouverte à plein de travers et donc ça ne peut pas fonctionner.
Alors, dans un deuxième temps, vous devez analyser la situation actuelle. Qu'est-ce qui est déjà en place au niveau de la digitalisation? Comment est-ce que ça fonctionne? Les vagues précédentes de digitalisation, qu'est-ce que ça a donné? Quels étaient finalement le bilan de l'arrivée du télétravail en période Covid? Quel est le bilan de l'arrivée de chatbox pour que les administrés d'une commune puissent s'adresser directement à la commune, etc., etc. Capitaliser sur l'expérience passée. Vous devez ensuite participer, et donc je pense que j'ai des petits détails, donc par exemple, je reviens sur la situation actuelle, donc vous devez voir les transformations digitales précédentes, vous devez demander l'avis des affiliés, évidemment, que pensent les affiliés de la chose, ils doivent peut-être être formés aussi à la question, et puis vous arrivez à l'étape de participer. Là, vous devez participer au design, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va donner cette digitalisation, comment est-ce qu'on se projette dans l'avenir, quels sont les buts qu'on veut atteindre et les moyens qu'on va adopter pour y arriver. Ce n'est pas l'autorité qui doit le décider seule. Je pense, moi, ma conviction personnelle, Luc aura peut-être un avis différent, qu'il faut que vous ayez votre mot à dire sur la manière dont le design de la transformation doit avoir lieu. Vous devez débattre dans le cadre du dialogue social. Si vous pouvez avoir un front commun, vous êtes toujours plus puissant que si vous êtes divisé. Et puis, vous devez aussi participer à la mise en œuvre, parce qu'au-delà de l'accord, la mise en œuvre, c'est là que se trouve le diable, dans les détails. Et donc, le risque, c'est que finalement, on s'écarte des intentions qui avaient été convenues précédemment. Vous devez ensuite formaliser, essayer d'avoir un protocole ou une convention de travail qui permet d'un peu figer les choses et de s'assurer que si votre directeur général s'en va, celui qui suit ne va pas avoir une toute autre vision de la digitalisation. Et enfin, vous devez surveiller, vous devez mettre en place des indicateurs. Alors, personne n'aime les indicateurs, mais des indicateurs qui permettent de montrer si les gens ne sont pas en absentéisme, en stress, s'il y a le respect des accords. C'est vraiment des indicateurs qui sont importants. Enfin, vous devez communiquer. Communiquer, c'est tout le long du processus. Vous devez communiquer, bien entendu, avec vos affiliés. Vous devez communiquer entre vous, délégués syndicaux. Vous devez communiquer avec l'ingénieur qui est chargé de mettre en place la technologie. La communication est la clé pour arriver à l'implémentation d'une technologie qui peut fonctionner de manière sereine. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Luc, je ne sais pas si tu veux réagir. Tu pouvais revenir sur la diapo, voilà, celle-là, la dernière, parce que si sur le fond je partage l'analyse et l'avis, je crois qu'on mélange deux choses là. On mélange le travail syndical et le travail de l'autorité ou de l'employeur, qui a aussi ses responsabilités. Et si je prends former, par exemple, en tant qu'organisation syndicale, on va former des délégués. On va former des affiliés éventuellement, mais on va former surtout, avoir une réflexion sur le contexte. S'il arrive un outil, l'utilisation de l'outil incombe à l'autorité. C'est à l'autorité à expliquer comment cet outil, et comme tu le disais dans la dia précédente, on n'a pas à prendre sur soi, on n'a pas à assumer le fait que des choix sont faits. On ne participe pas à ces choix, ou alors on participe dans le cadre du dialogue social. Mais ce sont des choix qui sont faits et chacun a sa part de responsabilité dans l'ensemble. Et je crois que si on regarde transversalement un ensemble de choses, là aussi, l'avis des affiliés, par exemple, par rapport à certaines technologies, si je fais une assemblée générale du personnel, je suis quasiment sûr que dans aucune commune en Belgique, on a décidé de mettre des traceurs GPS dans les camionnettes des ouvriers. Ça n'est jamais sorti nulle part. Hop, de plus en plus, ça apparaît. Et donc, quelque part, il y aura les demandes des travailleurs et une digitalisation qui vient du monde extérieur. Et le dialogue social entre les deux va être le tampon qui va nous permettre justement de faire avancer les choses. Mais chacun doit garder son rôle. Et moi, je dois être vigilant à ce genre de choses. L'employeur a des obligations. Un autre exemple qui me vient en tête, c'est quelque chose qui ne s'applique pas du tout au secteur public, qui vient du privé. Et même dans le privé, je crois que ça ne fonctionne pas vraiment. C'est une CCT, et comme vous le savez, les CCT, ça ne s'applique pas dans le secteur public, qui date de 83, la fameuse CCT 39. Et dans la CCT 39, les choses sont un peu plus claires quand l'employeur décide d'informatiser, de digitaliser, de numériser, de changer l'organisation du travail, ben, il a des obligations. Il devrait avoir des obligations. Il devrait avoir l'obligation d'informer le personnel, de former le personnel. Il devra aussi, après, avec les organisations syndicales, ce qui se fait par ailleurs en concertation et en négociation chez nous, de passer ça par le filtre du bien-être.
Est-ce que cette modification va impacter la santé, la sécurité des travailleurs, l'ergonomie des travailleurs, le bien-être des travailleurs, etc. Et donc tout ce filtre-là me semble être important aussi, et ça c'est du travail syndical, de pouvoir gérer ça, de gérer ce qui est parfois décidé et imposé par des gens qui sont des consultants et qui viennent avec leur propre langage. Parce que syndicalement aussi, je dois constater que le jeu a un peu changé. On est passé d'un couple à un trio. On est passé d'une relation autorité-syndicat que nous maîtrisons toujours avec ses règles, et on met maintenant quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui a une mission, qui lui ne connaît rien au dialogue social, qui lui a sa propre expérience, son propre langage. On vient avec des nouvelles abréviations, d'accord. Nous avons les nôtres dans le duo habituel, CPPT, etc. Mais là, ici, on vient avec un nouveau langage, et donc appréhender tout ça, c'est pas toujours extrêmement facile. Oui. Donc ça complexifie l'ensemble des choses. Et donc oui, former à comprendre ce genre de choses, mais chacun doit rester dans sa partie de terrain, je dirais. Bien sûr. Et j'ai une anecdote par rapport à ça. Dans le cadre d'un projet où on s'intéressait à la digitalisation de la construction, j'avais rencontré un ingénieur qui me disait, pour ses GPS, c'est génial, on met des GPS non pas dans le casque sur les chantiers parce que les gens pourraient ne pas avoir leur casque, mais dans les chaussures. Et grâce à ça, on a une intelligence artificielle qui permet de savoir où chacun est sur le workshop, donc sur le site, et on s'assure qu'une grue qui transporterait quelque chose de très lourd ne va pas surplomber les individus lorsqu'ils s'y trouvent. Merveilleux. Je dis ok, mais que fait-on si l'employeur ou le contremaître utilise les données à d'autres escients, pour d'autres choses? Pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Peut-être pour contrôler qu'il n'y a pas quelqu'un qui va trop souvent aux toilettes ou contrôler que les gens ne restent pas trop près l'un de l'autre, ce qui les encouragerait à discuter et donc à ne pas travailler. Et là, l'ingénieur me dit, mais non, l'outil n'a pas été prévu pour ça. Non, je pense que les gens ne feraient pas ça. Et donc ça montre bien qu'il y a une forme d'innocence. Les gens technophiles n'ont pas conscience de finalement l'appropriation que les individus vont faire et que l'encadrement peut faire de la technologie. Regarde les questions un petit peu. Frédéric, il nous reste 3 minutes. Si nous allons jeter un œil aux différentes questions qui passent. Et donc les outils de la centrale, c'est pas à moi de me positionner sur ce que la centrale doit faire, mais il me semble qu'effectivement il y a un certain nombre d'enjeux. On voit qu'il y a un pas qui est fait avec ce congrès, mais néanmoins il me semble qu'il est nécessaire de peut-être vous former et vous déléguer à la manière dont vous pouvez mobiliser vos troupes avec la technologie. Donc il y a certainement des outils à faire, et pour répondre à la question de Rita ainsi. Au niveau des anciens, donc on a parlé à Jean-Marc sur l'individualisation de chacun, donc je pense que cette question, on n'a plus besoin de la voir apparaître. La mobilisation des jeunes sur les pensions est compliquée, mais les jeunes ne se sentent pas proches de la pension, donc forcément c'est loi 2. Par contre, la question de les sensibiliser aux effets néfastes du télétravail, c'est un vrai enjeu depuis des années, parce que les gens veulent du télétravail. Et donc le rôle syndical, il est mal pris, le délégué syndical est mal pris parce qu'il est entre une volonté de l'employeur d'accentuer le télétravail, le travailleur qui en veut parce que ça permet d'offrir un certain nombre d'opportunités par rapport à sa vie privée, et vous qui devez être conscient que tout le monde ne sait pas télétravailler, tout le monde ne sait pas fermer son ordinateur après journée, et donc vous avez des gens qui vont partir dans le rouge immédiatement. À l'inverse, vous avez des gens qui vont beaucoup moins prester, il faut le savoir, des gens qui disent je vais m'occuper de cette machine et puis ça ira. Ou tiens, le voisin, c'est un bavard, il me tient pendant 1 heure, etc., etc. Et puis à terme, ces travailleurs accumulent du retard et ils se font sanctionner parce qu'on voit qu'ils ne produisent plus, qu'ils ne réalisent plus la mission pour laquelle ils sont affectés. Et donc il y a une vraie sensibilisation, un rôle syndical de sensibiliser les travailleurs, jeunes ou moins jeunes, au risque du télétravail. Alors, je vois beaucoup passer le mot « outil ». Alors, les outils, depuis que le monde est monde, on utilise des outils et on les utilise comme on peut. Je veux dire, on utilise Teams maintenant, mais je ne suis pas sûr que les gens qui utilisent Teams savent de fond en comble comment fonctionne Teams, mais on utilise quand même. Et donc, les outils, je n'ai pas trop de crainte par rapport à ça. Par contre, une grosse crainte, et je souligne ce que vient d'écrire Christophe, c'est le fait que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Et qu'il y a effectivement des gens pour qui la digitalisation sera toujours un monde à part quand on a soi-même peu accès à l'informatique. Et je constate que lorsqu'on parle de nouvelle révolution que nous vivons maintenant, il y a toujours des gens qui demandent des formations en Word, en Excel, qui était la révolution précédente d'il y a 20 ans. Et donc on est toujours dans ce double axe-là.
Et on a il y a un vrai rôle syndical de ne pas laisser sur le côté les gens qui ont le plus de difficultés. Hein. D'être très vigilant. L'employeur pourrait avoir beaucoup plus facile de se dire on va licencier ceux qui ont le plus de difficultés. Alors on sait que ce n'est pas toujours aussi simple dans le secteur public que dans le privé. Et heureusement, il y a des protections qui sont là. Mais néanmoins, on peut vite mettre sur le côté quelqu'un qui ne serait pas compétent pour prendre un autre qui obtiendrait les compétences. L'enjeu syndical, c'est de faire en sorte que les gens se maintiennent dans la fonction publique et que donc ils fassent évoluer leurs compétences. Il est 55, j'aimerais juste aborder une question sur les outils. Il me semble qu'il y a un outil qui ne devrait pas être trop compliqué à mobiliser, qu'il faut absolument mobiliser, c'est un espace d'échange de bonnes pratiques entre délégués syndicaux. Vous devez avoir un lieu où vous dites, tiens, je suis dans la question de la police, on a telle difficulté au niveau de telle zone locale, comment faites-vous dans telle autre zone locale? Alors je sais qu'il y a des espaces, mais ces espaces ne sont pas toujours bien exploités. Par ailleurs, le policier va avoir peu d'opportunités de discuter avec un délégué d'un tout autre environnement, le milieu hospitalier. Pourtant, il n'est pas impossible qu'il y ait des solutions qui aient été mises en place dans le milieu hospitalier, pour prendre cet exemple, qui seraient utiles. Donc, un outil que je suggère de mettre en place rapidement, c'est le fait d'avoir un espace d'échange de bonnes pratiques. Parfait. Bien, je crois que c'est un échange très enrichissant. On n'est pas à la fin du sujet, on n'a pas tout épuisé. C'était prévu, dans le temps imparti, c'était difficile. Je retiens cette excellente proposition, créer des lieux d'échange. Et voilà, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. Ce n'était pas prévu, mais on va le retenir. Et Frédéric, on se reverra pour en parler quand on aura mis ça en place, d'accord? Je l'espère. Merci à tous. Merci à Frédéric d'avoir été présent depuis le début, aujourd'hui, mais depuis plus d'1 an et demi maintenant déjà qu'on a commencé là-dessus. Et je ne sais pas si on dit je rends l'antenne, c'est comme ça qu'on rend? Je vais juste dire merci pour votre confiance et travaillez bien, bon courage pour la suite. Et je pense que le syndicat peut faire un très bon travail sur ce sujet. Merci pour ces encouragements, Frédéric. Bonne continuation de congrès à tout le monde et à bientôt. Au revoir. Au revoir.